attaquer l'après-midi avec un sujet qui peut être difficile à appréhender tant les informations sont contradictoires. Le Brexit, est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un échec? Alors moi, pour préparer la conférence, j'ai cherché un petit peu partout et j'ai trouvé tout et l'inverse de tout, donc c'était assez facile. Des sondages qui disaient que c'était défavorable, des résultats économiques qui semblaient plutôt favorables. La seule certitude que j'ai eue après avoir cherché tout ça, c'est qu'en Angleterre au moins, on a respecté le choix du peuple britannique, ce qui évidemment n'a pas été le cas du peuple français en 2005. Donc avant de présenter les intervenants, on rappellera que l'Angleterre est quand même la 6e puissance mondiale et qu'elle est certes sortie de l'Union européenne, mais elle est toujours devant nous, hein, on n'a pas réussi à la rattraper. Donc comment vont nos ennemis traditionnels, hein, il n'y a pas que le rugby, mais en général. Et comment arrivent-ils à gérer les famines? Parce que j'imagine qu'à la sortie de l'Union européenne, ils ont tous crevé de faim. Ou, soyons plus sérieux, effectivement, quels sont les résultats du Brexit 10 ans après? Donc, pour démêler le vrai du faux, nous accueillons Jean-Michel Salmon, qui est économiste, et jeune, mais là, je me lance, Logland, qui est essayiste, docteur en philosophie, un des plus anciens et brillants soutiens du Brexit, et qui va mieux prononcer son nom que moi. Donc, si on se réfère aux autres pays européens, le Brexit, un succès, un échec, et c'est à vous la parole. Ce n'est pas un échec dans le sens qu'il n'y a pas eu, nous sommes à 6 ans, nous sommes en effet à 10 ans du vote, mais nous sommes à 6 ans de la sortie définitive de l'Union européenne. Pendant cette période, le Royaume-Uni est resté la 2e économie en termes de PIB en Europe, derrière l'Allemagne, mais comme vous le disiez, avant la France. C'est-à-dire que si le Brexit avait été un échec, il y aurait eu un déclin relatif par rapport aux autres pays européens. Or, c'est tout le contraire que l'on constate. On constate en fait, je dirais, quasiment aucun changement substantiel. Même dans les échanges, les exportations, les importations, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, elles ont même augmenté depuis le Brexit. Elles sont plus importantes maintenant qu'elles ne l'étaient au moment où le Royaume-Uni était encore dans le marché unique. Il y a au contraire, et je suis navré de le dire, mais vous le savez, un déclin relatif de la France en Europe. La France a décroché en termes de PIB par habitant tout récemment. Elle est descendue en dessous de la moyenne. Elle est descendue en dessous de l'Italie et de Chypre, je crois, et en tout cas en dessous de la moyenne en termes de PIB par habitant dans la zone euro. Elle a décroché la notation des agences concernant sa dette. Tout le monde connaît les problèmes liés au blocage parlementaire. Donc, affirmer que le Brexit est un échec, c'est tout simplement ça relève tout simplement des fantasmes du camp pro-européen en Angleterre comme en France. Le camp pro-européen en Angleterre, comme en France, avait prophétisé en effet la catastrophe, le déclin, même d'ailleurs au moment du vote. On avait prédit une catastrophe économique avant la sortie, mais après le vote en 2016, ce qui ne s'est pas réalisé ou seulement partiellement par une baisse de la livre, qui de toute façon a remonté. Donc c'est un argument tout à fait typique de ceux qui sont absolument déterminés à ne pas respecter, comme vous le disiez dans votre question, le choix démocratique. Et d'ailleurs, le camp européen en Angleterre actuellement est en train d'essayer de réparer cette faute terrible à leurs yeux en rapprochant de plus en plus le Royaume-Uni à l'Union européenne. Je précise que vous avez évoqué 2005. Je souligne toujours, et ça c'est peut-être un sujet pour le débat avec la salle, qu'il a fallu non pas un vote pour réaliser le Brexit, il en fallait 3. Il y a eu 3 scrutins nationaux. Le seul vote de 2016 n'aurait sans doute pas suffi, tellement le camp pro-européen était absolument déterminé à mettre les bâtons dans les roues du Brexit. Quand je dis 3 scrutins, je fais allusion aux élections législatives européennes de 2019, où le parti du Brexit, le parti de Farage, a gagné de façon absolument spectaculaire, avec plus de 30% du scrutin. Son parti était d'ailleurs le plus grand groupe parlementaire dans le Parlement européen, plus grand encore que les chrétiens démocrates allemands, alors que le Parti conservateur, lui, au pouvoir, n'a eu que 9%. Donc c'était un vote évidemment très, très, très clairement en faveur du
du Brexit 3 ans après, et puis, bien évidemment, les législatives de décembre 2019 qui ont porté, Boris Johnson était déjà Premier ministre, mais qui ont confirmé Boris Johnson comme Premier ministre et qui ont donné une grande majorité. S'il n'y avait pas eu ces 3 scrutins, le Brexit n'aurait sans doute pas eu lieu. On peut d'ailleurs rajouter un 4e scrutin qui est les législatives de 2017, qui sont donc intervenues un an après le référendum. On peut considérer que ce scrutin-là était aussi un vote en faveur du Brexit dans la mesure où tous les grands partis, les conservateurs, les travaillistes, s'étaient engagés à respecter le résultat du vote de 2016. Non, échec, s'il y en a, il est partout en Europe. Il est partout en Europe. Le Royaume-Uni a beaucoup de faiblesses. L'économie britannique souffre de beaucoup de faiblesses, incontestablement. Mais elles sont partagées, ces faiblesses, avec tous les autres pays de la zone euro. Immigration hors contrôle, dette excessive, réglementation excessive, croissance faible, et cela depuis au moins un quart de siècle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en public. Nous ne nous rendons peut-être pas compte en Europe. Tout le monde connaît la Chine, la croissance exubérante de la Chine et de l'Asie en général. Mais les Européens, de manière générale, ne se rendent pas compte qu'ils ont décroché par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Australie, par rapport au Canada, par rapport aux économies qui leur ressemblent parfaitement. En 2000, il y a un quart de siècle, nous, les Européens, avions un PIB par habitant à peu près égal à celui des États-Unis. Nous sommes maintenant dans la zone euro, en termes de… Alors, PIB par habitant, je ne suis pas économiste, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Nous sommes aujourd'hui, et cela depuis plus d'un an, entre le 48e et le 49e État le plus pauvre des États-Unis. Notre PIB par habitant, si je me souviens bien, est aux alentours de… je crois que c'est quelque chose comme 45, c'est entre 45 et 50 000 euros ou dollars par habitant. Et je crois que les 2 États les plus pauvres, c'est l'Alabama et le Mississippi ou quelque chose comme ça. Et eux, ils sont le plus pauvre est à 35 et le 49e est à 47. Donc nous, si nous sommes en effet à 45, nous sommes entre les deux. C'est-à-dire que nous avons décroché de façon absolument terrifiante par rapport à cette autre économie qui, normalement, devrait nous ressembler. Voilà, donc les problèmes, en fait, pour résumer, le Brexit n'a presque rien changé et les faiblesses dont souffre incontestablement le Royaume-Uni sont malheureusement partagées par toute l'Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport au reste de l'Europe, l'Angleterre se situe à peu près au même niveau? Elle a gardé son rang, comme a dit John tout à l'heure, elle a gardé son rang de 2e puissance économique sur le continent européen, ne pas confondre avec l'Union européenne, qu'elle avait avant le Brexit. Et effectivement, il n'y a eu ni effritement, ni encore moins effondrement overnight, comme on dit en anglais, du jour au lendemain, par effet du Brexit et nonobstant, disons, l'instruction à charge des médias mainstream, et en particulier en France, puisqu'encore outre-Manche, il y a une presse écrite qui était brexiteuse, donc au moins il y avait quand même un peu de pluralisme, et chez nous, absolument aucun dans les médias mainstream, que ce soit des médias audiovisuels ou écrits. Je passe tous les détails de ce qu'on a pu entendre comme bêtises, et donc, mais c'est assez symptomatique de voir que l'Union européenne, dans ce sujet, comme dans tant d'autres, fonctionne maintenant, depuis un certain temps, peut-être plus longtemps que ça encore, par leitmotiv, et non pas par analyse objective et souci analytique. Leitmotiv, c'était que le Brexit devait causer l'effondrement de cette chère perfide Albion. Et d'ailleurs, ça avait été la tactique, on va dire, employée par les Remainers, les europhiles britanniques, qui avaient fait leur campagne sur la question référendaire en 2016, sur ce qu'on a appelé le Fear Project, c'est-à-dire axer le vote des citoyens britanniques sur la peur. Les sondages étaient favorables au Remain jusqu'à pratiquement les derniers moments, et donc ils étaient forts de leur tactique, pensant qu'elle allait comme ça effectivement emporter le morceau, et puis ça n'a pas été le cas. Et puis depuis, peu importe, les milieux europhiles ou eurofédéralistes, européistes continuent à marteler par leitmotiv toujours
que la Grande-Bretagne, l'économie britannique va mal à cause du Brexit. Alors c'est très intéressant parce que oui, il y a des difficultés économiques en Grande-Bretagne. Le Brexit n'a pas été un coup de baguette magique qui a immunisé l'économie britannique contre les effets de la Covid, puisqu'il y a eu aussi des confinements là-bas et donc une chute en 2020 plus profonde même du PIB qui a rebondi plus fort aussi l'année suivante. Mais donc le Brexit n'a pas pu immuniser l'économie britannique ni contre la Covid, ni contre les effets, je vais choisir mes mots, ni contre les effets des sanctions européennes et occidentales contre la Russie, et non pas la guerre en Ukraine. Vous voyez la nuance. Et donc, oui, l'économie britannique a dû traverser ces deux crises, indépendamment des choses structurelles que John a dit tout à l'heure, a dû traverser ces deux crises comme les autres qui ont eu tendance à ramener la croissance annuelle du PIB autour de moins de 1, proche de 0, comme c'est le cas actuellement. Et si la démographie continue à augmenter encore un peu, peut-être pas pour très longtemps, le PIB par habitant peut éventuellement s'approcher de croissance négative. Alors, j'ai vu il y a quelques temps, pour une fois sur un média mainstream français, j'ai vu un journaliste, malheureusement j'ai oublié son nom, qui avait eu une formule magnifique pour une fois et qui avait dit à propos de l'Union européenne, j'ai retenu ça, ça m'a marqué, l'Union européenne fonctionne en vase clos et contemple sa propre vertu. Je trouve ça très juste. Et c'est exactement le cas dans cette affaire. Donc actuellement, effectivement, il y a eu les deux chocs que j'ai mentionnés, Covid et sanctions contre la Russie, ont eu leurs effets. Et alors le trick, comme on dit en anglais, le truc, c'est que les journalistes continuent à dire, et martèlent ça auprès de qui veut l'entendre des deux côtés de la Manche, depuis le Brexit, l'économie britannique va mal. Ce qui chronologiquement est vrai. Elle va un peu plus mal, au même titre que la France va un peu plus mal et que l'Allemagne va encore plus mal, en réalité, puisque les sanctions, en plus, les coûts énergétiques suite aux sanctions ont beaucoup plus affaibli l'industrie allemande que n'importe quelle économie européenne qui souffre de locomotive aujourd'hui, puisque c'était l'économie allemande qui l'était. Donc, depuis le Brexit, oui, 2020, oui, 2020, ça a été manque de peau pour Boris Johnson, on pourrait y revenir, ça a été la Covid, et puis l'année suivante et l'année d'après, ça a été le début de la guerre en Ukraine. Donc, depuis le Brexit, mais pas à cause du Brexit. Mais dans l'esprit des gens, évidemment, le tour de passe-passe est vite fait. C'est ce qu'on appelle chez les économistes ou d'autres en sciences humaines la problématique de l'attribution de la cause. Vous avez deux phénomènes concomitants dans le temps, mais ils ne sont pas forcément corrélés en termes de causalité. Voilà, donc s'agissant, alors là aussi c'est très intéressant, John a mentionné le commerce extérieur, effectivement il y a eu des petits ajustements à la hausse, à la baisse, mais structurellement au bout de 6 ans, on voit que le profil, le commerce extérieur de l'économie britannique n'a pas réellement été métamorphosé, ça c'est sûr, que les échanges avec l'Union européenne se sont maintenus, voire repris récemment un peu. Il faut noter au passage qu'il y a quand même eu, après l'accord de divorce, qu'on appelle l'accord de retrait, un autre accord qui a été négocié dans la difficulté tout au long de l'année 2020 jusqu'au jour de Noël, enfin du réveillon de Noël, c'est l'accord de libre-échange, le fameux duty-free, quota-free. Donc c'est un accord qui, c'était un peu une situation étonnante, parce que d'habitude quand deux pays ou deux groupes de pays négocient un accord de libre-échange, c'est pour éliminer des barrières douanières. Mais là, c'était pour éviter d'en remettre, puisque la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne, il n'y avait aucune barrière douanière. Par définition, c'était le marché unique. Donc, l'idée, c'était d'éviter d'en rétablir. Donc, ils ont finalement trouvé, alors il y a eu beaucoup de chantage là-dedans, l'Union européenne a obligé Boris Johnson à accepter de mettre la pêche et l'accès aux eaux britanniques, ce qui c'est très inédit, parce que dans aucun accord de libre-échange dans le monde, vous n'avez ça. Au contraire, quand l'Union européenne veut pêcher dans les eaux seychelloises, sénégalaises, etc., elle signe des accords de pêche où elle paye la partie adverse un fee, donc un montant, un forfait, pour pouvoir accéder. Là, non, elle l'a eu gratuitement. Donc, bon, passons les détails. Et donc, cet accord de libre-échange, alors évidemment, le nerf de la guerre devenait les normes, ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce, les règles sanitaires, phytosanitaires, les Britanniques, les Brexiteurs, un de leurs objectifs majeurs, c'était, en sortant de l'Union européenne, c'était de se réapproprier un autre système de normes, beaucoup moins contraignant, beaucoup plus compatible avec le développement du commerce, y compris avec leurs anciens pays, le Commonwealth et le reste du monde. Et donc là-dessus, ça n'a pas tellement avancé. Pourquoi ? On pourrait y revenir parce qu'il y a eu des changements politiques avant même que les travaillistes n'arrivent. Bien, le système européiste a fini quand même par réussir à faire chuter Boris Johnson
et sa successeur, Liz Truss, qui n'est restée là que quelques semaines, a chuté aussi du fait d'une manipulation orchestrée par quelques-uns des marchés contre la livre. Et donc, Rishi Sunak est arrivé au pouvoir, donc un nouveau Premier ministre conservateur. Les conservateurs avaient gardé le principe du mandat élu pour la période concernée. Donc, Rishi Sunak arrive. Alors, on a présenté Rishi Sunak à l'époque comme un Brexiteur, mais enfin, c'était un Brexiteur de pacotille, puisque pendant la campagne électorale du référendum, on ne l'avait vu nulle part. Donc, pour faire un peu passer la pilule, on l'a présenté comme ça, mais c'est surtout un représentant du World Economic Forum, grosso modo, sa méthode, sa technique. Et donc, ce qu'il a fait en arrivant, en succédant à Liz Truss, c'est de bloquer le Brexit, en fait. Empêcher le Brexit d'aller plus loin. Alors, comme il y a ce fameux dicton, un bateau est plus en sécurité quand il est au port, mais il n'a pas été construit pour ça. Bah justement, Rishi Sunak, il a maintenu le bateau britannique au quai européen. Il y avait toute une série de listes, une liste de toute une série de lois britanniques de transposition du cadre européen qu'il s'agissait d'éliminer. Bah, Rishi Sunak, tout de suite, il a arrêté ça. Premier exemple. Deuxième exemple, les problématiques d'immigration et de renvoi et de mise en musique de l'accord avec c'était le Rwanda des immigrés clandestins. Là aussi, il a arrêté. En fait, il a arrêté tout ce qui était de nature à poursuivre le Brexit. Donc, plus ou moins ça. Donc, effectivement, c'est un demi-Brexit qui, de facto, a eu lieu de ce point de vue-là. Et puis, je terminerai cette première intervention pour compléter ce qu'a dit John tout à l'heure à propos du processus législatif. Il a fallu 4 lois, et même un peu plus, peut-être pas des lois, mais 4 scrutins, et aussi des votes à l'Assemblée nationale, enfin à Westminster, du coup, à la Chambre des communes, parce qu'il y a une activiste pro-européenne milliardaire du nom de Gina Miller, qui avait obligé à chaque étape que le gouvernement de Theresa May allait suivre pour mettre en place le Brexit, de consulter systématiquement le Parlement. Or, le Parlement issu des élections de 2017, où les conservateurs avaient un peu perdu de leur majorité et restaient majoritaires, mais très peu, c'était un Parlement à 75% de Remainers, d'europhiles. Donc, officiellement, ils disaient le peuple a voté, on va mettre en place le Brexit, mais intimement, intérieurement, ils allaient tout faire pour l'empêcher jusqu'à ce qu'il y ait une dissolution. Donc, c'était ça la réalité de la situation. Et donc, c'est une série interminable d'étapes qu'il a fallu franchir pour enfin mettre en place le Brexit. Et quand il a été mis en place et que le bateau commençait à quitter le quai européen, eh bien, le système a fait en sorte d'empêcher ce bateau de quitter les eaux, disons les eaux européennes, puisque selon le principe de la pêche commune, les eaux de chaque État membre sont les eaux de tout le monde, eh bien, de le ramener au quai européen. Et ensuite, du coup, face à ce Brexit qui n'allait pas jusqu'au bout, l'électorat britannique a choisi de mettre Keir Starmer à la tête. Et alors là, une nouvelle série de problèmes allait se poser, qui ne font que croître chaque jour depuis et jusqu'à aujourd'hui. Et alors, c'est compliqué parce que si vous regardez les performances économiques du Royaume-Uni en disant « je veux regarder les effets économiques du Brexit », vous avez ce Brexit qui n'a été mis en place qu'à demi. Et puis, vous avez par la suite l'arrivée de Keir Starmer au pouvoir, et donc depuis maintenant bientôt 2 ans, des choix de politique économique et politique tout court qui entravent aussi l'économie britannique. Je voudrais ramener le débat, pour compléter ce que tu as dit, aux leçons que la France peut tirer de tout cela. C'est d'ailleurs Philippe Murer qui l'a dit de façon très lucide avec moi au téléphone. Le problème avec le Brexit comme phénomène politique et constitutionnel, c'est que le référendum a été arraché au Parti conservateur sous David Cameron à contre-cœur. Et Cameron, s'il a décidé de faire ce référendum, il a fait ce pari puisqu'il pensait qu'il allait gagner, que le Remain allait gagner. Donc en fait, le référendum s'est fait contre les élites, et comme tu dis, 75 ou moins du Parlement étaient favorables au maintien, 100% des médias, 100% des grandes entreprises, une partie de la City, pas toute la City, mais une partie de la City, etc. etc. Et, autrement dit, c'était à peu près exact. Ce n'est pas exactement comme en France. Il y a quand même des nuances, mais on peut comparer. Voilà. Donc, c'est
un événement ou un mouvement qui a été déclenché contre la volonté des élites et qui, à cause des évolutions auxquelles nous avons fait allusion, a fini par réussir. C'est-à-dire que ce n'est pas le pouvoir qui, lui, a voulu acter ce Brexit et qui a fait appel au peuple, c'est le contraire. Et je le dis évidemment devant un public français parce que ô combien le défi est plus grand encore en France, ou sera plus grand encore, car si une grande partie des élites britanniques sont favorables à l'Union européenne, je pense que le pourcentage est plutôt de 100%, n'est-ce pas, dans les élites françaises. Et à ce titre, je voudrais partager avec vous une anecdote, l'occasion de rencontrer Liz Truss ici à Paris l'an dernier. J'ai pu discuter avec elle pendant une dizaine de minutes. Et elle m'a dit une chose, elle l'a dit aussi en public, cette chose, mais elle me l'a dit à moi en personne. Elle a dit, je suis arrivé, moi, au sommet du pouvoir. Je suis arrivé au 10 Downing Street, j'étais Premier ministre. Et quand je suis arrivé au sommet du pouvoir, j'ai compris que je ne pouvais rien faire. Et tu as dit qu'elle a été sabotée par les marchés. Non, elle a été sabotée par la Banque d'Angleterre. C'est absolument sûr. Elle a été sabotée par la Banque d'Angleterre, indépendante, comme la Banque de France, et par une autre agence gouvernementale qui s'appelle le Bureau de la responsabilité budgétaire. Alors, la responsabilité budgétaire, elle est à peu près aussi responsable en Angleterre qu'en France. Le Royaume-Uni emprunte chaque année 150 milliards de livres. Sur ces 150 milliards de livres, 110 milliards de livres vont sur les intérêts de la dette nationale. Voilà pour la responsabilité budgétaire. Mais cette agence-là et la Banque d'Angleterre, ce n'étaient pas les marchés. Oui, les marchés ont suivi, bien sûr, la Banque d'Angleterre, mais c'est on va dire, un coup d'État de l'establishment qui n'est pas sous le contrôle du Parlement, qui justement, ce sont des agences indépendantes et non pas sous la souveraineté nationale, qui ont saboté. Et bon, je ne sais pas si elle aurait réussi, mais au moins, elle allait dans le bon sens. Elle voulait une politique de croissance. Elle voulait baisser les impôts, baisser les dépenses et libérer l'économie. Et nous ne savons pas si elle aurait réussi ou pas, puisque ça a été saboté par l'establishment. Oui, merci John. On est d'accord sur cette idée. Quand j'ai dit les marchés, j'ai peut-être parlé un peu vite, j'ai dit les marchés pilotés par l'establishment. Pourquoi? Parce que vous avez des individus du type de George Osborne, qui était proche du chancelier de l'Échiquier, ministre des Finances ou quelque chose comme ça. Enfin, il avait été ministre des Finances. Comme beaucoup de ces élites ou non-élites, pour reprendre les excellents exposés de ce matin, ces oligarques européistes, quand ils quittent le pouvoir, ils sont embauchés par les grandes institutions financières privées globalistes. Goldman Sachs, ou en l'occurrence pour George Osborne, c'était BlackRock. Et quand vous avez des fonds de type BlackRock qui ont des montants cumulés de gestion qui représentent 6 à 7 fois le PIB français, ben en fait, il suffit qu'ils spéculent contre un actif et cet actif va en subir les conséquences sans délai. Dans la minute maintenant, puisque la digitalisation des décisions. Et c'est ce qu'ils ont fait contre Liz Truss. Et donc Liz Truss, effectivement, la livre a commencé à dévisser, les taux d'intérêt à monter, donc on commençait à faire miroiter une gréquisation de la situation britannique. Et donc tout le monde a dit que c'était une politique qu'elle voulait faire qui était complètement folle, inconsidérée. Quand on regarde dans le détail, c'était pas du tout inconsidéré parce que c'était une sorte de Reaganomics que Liz Truss allait mettre en place. Pourquoi on peut dire ça? Comme Ronald Reagan à l'époque, même lui c'était involontaire. Il y avait d'abord la volonté, comme Reagan, de réduire les impôts, donc ça avait été fait de sienne, cette volonté. Donc il y avait vraiment un choc de réduction des impôts, mais un maintien de dépenses publiques importantes. Et en cela, elle se voulait l'héritière de Boris Johnson, de la vision d'Israéli de la politique des conservateurs, accompagner socialement le Brexit pour continuer, parce qu'il ne faut pas oublier que Johnson avait fait ce raz-de-marée électoral en mettant dans sa poche, entre guillemets, en mettant dans son soutien toutes les populations modestes du Red Wall, c'est-à-dire du centre et du nord de l'Angleterre, qui pour la première fois depuis 70 ans avaient voté conservateur. C'est quand même pas un mince exploit. Donc, pour continuer ça, et notamment les salaires avaient commencé à augmenter, le SMIC et l'effet de rareté de la main-d'œuvre immigrée européenne a fait que les salaires commençaient à monter, comme jamais récemment, en tout cas pas depuis plus de 15 ans de gouvernement Tory conservateur. Donc,
Elle avait décidé de maintenir les dépenses publiques, et c'est là que c'est un peu comme Reagan, parce que Reagan n'avait pas voulu maintenir volontairement les dépenses publiques, mais à l'époque des années 80, quand il était rentré dans toute la bagarre, dans la fin de la guerre froide avec l'initiative de défense stratégique, il y a eu des dépenses militaires énormes et des dépenses publiques, ce qui fait que pour la première fois, bizarrement, sous Reagan, le néolibéral, le déficit budgétaire américain avait connu des records. Donc c'est ce qui allait se passer avec Liz Truss, elle allait creuser le déficit, alors, on lui reprochait beaucoup, évidemment, en instrumentalisant l'argument. Simplement, il fallait comprendre que c'était transitoire et que le ratio de la dette publique britannique était largement en dessous de ceux des pays du continent. De l'ordre de 80% peut-être, là où la France était déjà arrivée à 110 après le coup de la crise financière et le coup de la Covid. Donc, il y avait de la marge de manœuvre. Mais le problème, c'est qu'on l'a empêché de fonctionner, non pas même si officiellement on lui a reproché ce policy mix, comme on appelle ça, cette politique économique, mais tout simplement parce qu'elle poursuivait, peut-être même encore plus durement, le départ du bateau britannique loin du quai européen, en matière de ce qu'on a annoncé tout à l'heure, de politique contre l'immigration, de politique d'abrogation des transpositions des lois européennes, etc. Donc il fallait à tout prix l'arrêter, et sur cet aspect-là, ils ont réussi leur coup largement. Écoutez, je vous remercie pour ces explications qui permettent vraiment de comprendre la situation. Comme vous avez été très clair, on aura un temps pour des questions au niveau de la salle, donc vous pouvez déjà les préparer, parce qu'effectivement, je crois que les explications étaient bonnes, mais vous pourrez poser des questions. Actuellement, Nigel Farage est effectivement très haut dans les sondages. Est-ce que ça veut dire que les Anglais ne sont pas satisfaits, qu'ils veulent vraiment aller au Brexit, ou est-ce qu'il y a une autre explication à sa montée ? Alors, je suis content que vous me posiez une question sur Nigel Farage, puisqu'il y a une chose que nous n'avons pas encore dite, qu'il faut absolument dire. Nous avons évoqué tous les deux les législatives de décembre 2019 qui ont porté au pouvoir, qui ont confirmé au pouvoir Boris Johnson et qui lui ont donné une majorité de 80 sièges. Plus grande majorité absolue à la Chambre des communes depuis les années 80. Comment Boris Johnson, comment le Parti conservateur a-t-il pu réussir cette victoire? Il y a une explication et une seule. C'est que Farage, qui avait créé début de 2019 son parti du Brexit Party, un parti qu'il a créé de toutes pièces puisqu'il avait quitté en 2016 la direction du prédécesseur du Brexit Party UKIP. Le parti UKIP avait dérivé vers, on va dire, de l'identitarisme, ce qui n'a jamais été la tasse-de-thé de Nigel Farage. Et il a compris que les choses allaient mal, que le Parti conservateur allait trahir son devoir, allait trahir le peuple. Il a créé ce parti début de 2019. Je le connaissais à cette époque au Parlement européen. Je suis témoin en direct du fait qu'il a créé, je crois, fin 2018, début 2019. Et en décembre 2019, après bientôt presque 4 ans d'agonie et de lutte fratricide au sein du pays, au sein du Parlement, il a pris une décision absolument spectaculaire et peut-être sans précédent, je crois, dans l'histoire du monde, enfin j'en sais rien, mais il a pris la décision de ne poser aucun candidat contre un conservateur sortant qui soutenait le Brexit. Il a retiré plus de 300 candidats dans 300 circonscriptions, ce qui donnait la victoire. Il donnait la victoire à Boris Johnson. Il a fait le calcul, si je ne fais pas élire Boris Johnson, ça sera les travaillistes et ça sera la fin du Brexit. Et de même, la victoire, qui n'en est pas vraiment une des travaillistes en 2024, s'explique par la même raison. Il n'a absolument pas fait cela, Farage, en 2024. Donc, si vous voulez, le vote à droite, le vote souverainiste, oui, à droite, je ne sais pas comment le caractériser, est divisé en deux. Donc, les travaillistes ont gagné, mais avec un soutien au sein de la population extrêmement faible. Pourquoi est-il maintenant très haut dans les sondages? Eh bien, parce que plus personne ne supporte ni les conservateurs ni les travaillistes. Starmer est un homme profondément antipathique, très maladroit politiquement, un pur produit de l'État profond,
Vous êtes peut-être au courant du scandale Epstein concernant l'ambassadeur aux États-Unis. Le fait d'avoir envoyé Mandelson à Washington en dit long sur Starmer. Mandelson il n'est pas membre de l'establishment. Il est l'establishment de Mandelson. C'est vraiment la plus pure expression. Et je pense qu'il a été envoyé justement par l'État profond auprès de Trump pour mettre les bâtons dans les roues de Trump qui, en tout cas selon ses dires, voudrait faire la paix en Ukraine. Les Britanniques, bien sûr, comme les autres Européens, n'en veulent pas. Et donc, si aujourd'hui Farage est très haut dans les sondages, c'est parce que justement les deux autres partis sont méprisés par l'électorat. Oui, très belle démonstration, John, merci. Je voulais juste de manière très courte rajouter deux choses. Moi, j'ai coutume de dire que le Brexit n'aurait pas eu lieu sans Nigel Farage, c'est une évidence, tu viens de démontrer comment, et aussi sans Boris Johnson. Donc, il a fallu deux hommes, pas un, mais deux, chacun deux autres de sorte de division du travail. Alors, ce qui est remarquable de la part de Farage quand il a soustrait ses candidats aux élections de 2019, c'est que officiellement, en tout cas, il avait proposé à Boris Johnson une alliance. Et officiellement, Boris Johnson avait répondu « on n'a pas besoin de vous, etc. Les conservateurs sont très forts tout seuls, on n'a pas besoin de vous ». Donc, il avait refusé officiellement l'alliance. Alors, il y a eu ensuite ce retrait. Je ne sais pas dans quelle mesure il n'y avait pas quand même un accord non dit ou si c'était vraiment par pure vision politique de Nigel Farage, qui est probable, que ça a eu lieu. Donc, deux hommes pour faire le Brexit. Donc, deux hommes providentiels, en quelque sorte, sans lequel, même en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, Angleterre, qui par définition avait une bonne moitié d'elle qui était eurosceptique depuis toujours, d'où toutes ces dérogations. Il y avait Clement Attlee, le Premier ministre britannique travailliste en 1949, quand on lui demandait est-ce que l'Angleterre est européenne ou pas, il avait déjà répondu qu'elle était semi-détachée. Donc, c'est une vieille histoire que je raconte dans l'ouvrage que j'ai publié là-dessus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça, c'est effectivement deux hommes providentiels, malgré une notion qui est très importante pour comprendre le Brexit aussi, à laquelle on avait fait référence ce matin, notamment, c'était à côté de Pierre-Yves, c'était, comment s'appelait-il ? Oui, Laurent, à propos du trait des populations. Moi, j'ai appelé ça, c'est connu aussi chez les sociologues, l'habitus britannique, qui effectivement est un peu retors. Hein. Dans l'ouvrage, je fais des citations un peu avec l'audiovisuel pour rendre l'ouvrage un peu drôle, un peu sympathique. Il y a l'esprit faussé de Raymond DeVos, que vous connaissez peut-être, ce sketch où il suffit que je dise quelque chose, ma femme dit le contraire, raconte ce sketch. Les Britanniques sont un peu comme ça, et je cite dans l'ouvrage un ancien rédacteur en chef du Financial Times américain qui fait une sorte de tribute, une sorte de dommage au peuple britannique en partant de son poste, en retournant aux États-Unis, en disant il suffit que vous leur dites de faire comme ça et ils vont faire autrement. Donc malgré tout ça, il a quand même fallu deux hommes providentiels, hein, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, j'ai promis d'être court, c'est que Peter Mandelson, donc qui est effectivement cet homme envoyé de l'État profond européiste britannique, qui a été envoyé à Washington comme ambassadeur par Keir Starmer, fut auparavant, ne n'oublions pas, commissaire européen au commerce extérieur. Il a succédé, je crois, à Pascal Lamy. Oui, donc on retrouve toujours la même bande. Hein. Oui. Ils sont là, hein, ils sont bien là, bien présents. Et avant eux, Léon Brutane et toute une série comme ça. Donc, d'après ce que je lis aussi ces temps-ci, Peter Mandelson, en fait, est à la source même de la création du New Labour, cette espèce de travaillisme, socialiste de la troisième voie, qui a fait venir Tony Blair au pouvoir, avec le succès qu'il a eu à l'époque qu'on connaît. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. Je voudrais juste rajouter quelque chose à propos des deux hommes providentiels, Boris Johnson et Nigel Farage. Je dis dans mes cours que ces deux hommes incarnent les deux Brexit. Il y a un Brexit mondialiste et un Brexit souverainiste identitaire. Incontestablement, Boris Johnson, qui est né à New York et qui avait la double nationalité américaine jusqu'en 2016, il ne l'a abandonné que pour des raisons fiscales d'ailleurs, il est l'incarnation du Brexit mondialisme ou du mondialisme britannique en général. Comme d'ailleurs Rishi Sunak qui est indien,
Enfin, il est né en Angleterre, mais ses parents sont indiens. Sa femme est indienne, indienne de l'Inde. Elle est d'ailleurs multimilliardaire. Il a épousé l'héritière d'une des plus grandes fortunes de l'Inde. Mais il est, par sa personne, il est lui aussi, et bien sûr par ses options politiques, l'incarnation d'un Brexit mondialiste. Et ce Brexit mondialiste relève aussi d'un courant dans l'histoire britannique qui est assez saisissant, à savoir une conception du Royaume-Uni qui est tout sauf étatique, qui est une conception qui vient de l'Empire, où, pour faire court, le pays se dissout en quelque sorte dans son propre empire. Les premiers projets mondialistes remontent au début du XXe siècle, où des milieux libéraux impérialistes anglais se sont mis autour de la table à Paris, d'ailleurs, pendant le congrès de paix de Paris, à Versailles, enfin, qui donnera plus tard le traité de Versailles et les autres traités, pour créer un condominium entre l'Empire britannique et les États-Unis. Et comme ça, on avait déjà à peu près la moitié de la planète, et puis comme ça, on allait pouvoir gouverner le monde. Ce sont les premiers projets mondialistes. Et ces impérialistes britanniques voulaient faire de l'Empire britannique une fédération, c'est-à-dire que le Royaume-Uni serait devenu une des entités fédérées de son propre empire. C'est quand même incroyable comme projet. Et Farage, par contre, incarne... pardon, juste sur Boris Johnson, il est très important parce qu'il ne faut jamais oublier, et je suis content que tu l'aies dit, on pense, Emmanuel Macron en tout cas, pense que le Brexit était une jacquerie, une simple jacquerie, une révolte, comme a dit Macron, le fruit de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. Voilà. Comme si, c'est pour ça que je parle des trois scrutins. Non, le Brexit est le fruit, oui, en partie, bien sûr, d'une jacquerie populiste, c'est sûr, Red Wall, etc., Farage, mais aussi le fruit de au moins 30 ans, sinon de 50 ans de lutte intestine au sein du Parti conservateur, ce parti qui est hégémonique depuis des siècles sur la scène politique britannique. S'il n'y avait pas eu ce schisme interne du Parti conservateur et si la partie eurosceptique minoritaire n'avait pas réussi, en partie grâce au référendum, à prendre le pouvoir au sein de ce système, de ce parti de système qui est le Parti conservateur, eh bien, le Brexit n'aurait jamais eu lieu. Pour Farage, il symbolise, oui, le Brexit, on va dire, plus souverainiste et plus identitaire, mais à la différence des identitaires français, il a toujours été extrêmement prudent sur l'identitarisme. En fait, ce n'est pas vraiment un identitaire. Il est vrai qu'il parle de l'immigration. Il a mis l'immigration sur la table en 2016, au moment du référendum, alors que l'immigration n'était absolument pas un sujet, contrairement à la France. C'est un sujet en France depuis plusieurs décennies maintenant. Il faut faire le distinguo avec l'immigration intra-européenne et les Polonais, etc. Je ne fais pas cette distinction parce que, comme a dit d'ailleurs un Français que j'ai rencontré à Londres, ce Français à Londres, il a dit « J'ai mis quelques années avant de comprendre que pour un Anglais, un Polonais est plus étranger qu'un Indien. » Oui, mais précisément, non, mais bon, donc simplement, il faut préciser que Farage n'est pas, si on le compare à des gens, par exemple, du RN en France, il ne parle jamais de l'islam. Il n'y a jamais question de l'islamisme ou de guerre culturelle ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, dans la mesure où il met l'immigration sur la table, il est porteur en quelque sorte d'un Brexit, on va dire, plus souverainiste et plus identitaire. Alors que l'autre Brexit, lui, il est complètement mondialiste. Alors, en complément ou peut-être en nuance, sur ce dernier point, l'histoire de l'immigration intra-européenne, c'est un sujet très intéressant parce qu'on estimait au moment des négociations du Brexit qu'il y avait à peu près 3 millions d'expatriés européens, majoritairement des Polonais, notamment sur le territoire britannique et par grappe dans certains quartiers ou villes, ce qui faisait qu'il y avait un sentiment de dépossession de ceux qui ont choisi de voter Brexit pour cette raison-là.
Et alors, toute une série d'économistes, y compris proches du système européiste et du travaillisme, ont fait tourner des modèles pour essayer de montrer que c'était faux, etc., que l'omniprésence des travailleurs immigrés européens n'avait pas un impact à la baisse sur les salaires, par exemple, alors que c'est un effet d'offre. Normalement, plus vous avez de demandeurs d'emploi, plus ça pèse négativement, évidemment, sur les salaires. C'est aussi vieux que la science économique. D'ailleurs, au passage, je me souviens d'entretien entre Michel Barnier et Cohn-Bendit, et Cohn-Bendit disait l'immigration européenne, et Michel Barnier lui répond non, c'est pas de l'immigration, c'est de la libre circulation des travailleurs dans le marché unique. Donc on voit à quel point l'idéologie pénètre les imaginaires et les esprits. Et finalement, quand dans les négociations, les expatriés européens qui étaient là depuis longtemps, qui pouvaient le prouver, avaient acquis des droits pour rester au Royaume-Uni malgré le Brexit, on leur a invité à déposer des dossiers. On en a eu 5 millions de dossiers bien remplis, éligibles, etc., au lieu des 3 millions d'estimés présents. Donc ça montre quand même, faites tourner des modèles sur des statistiques d'immigration qui sont complètement fausses. L'immigration européenne, pour le coup. Alors, En 2004, quand la Pologne a intégré l'Union européenne, le ministre de Home Office, le ministre de l'Intérieur, a dit que les Polonais seraient de l'ordre de 10 000. Ils attendaient quelque chose comme 10 000. Oui, d'ailleurs, ils sont venus par millions. Oui, d'ailleurs, à l'époque, c'est pas par hasard, parce que les Européens, enfin les gouvernements des États membres avaient négocié une clause de délai progressif de quelques années pour laisser la liberté d'entrée de tous les travailleurs est-européens, et Tony Blair avait dit qu'il n'en voulait pas. Donc, c'est pas par hasard qu'il y a eu une tunnelisation ici. Sur Boris Johnson, globaliste, j'aurais une petite nuance à travers le positionnement à ce moment-là et depuis, de son chef négociateur du Brexit, David Frost. Et c'est très intéressant de suivre David Frost sur les réseaux parce qu'il a développé ce concept qui est difficile à expliquer jusqu'à mes étudiants, de nation-statism, c'est-à-dire d'État-nation-isme. Alors, c'est compliqué à expliquer parce que ce sont des free traders, comme on dit, c'est-à-dire ils sont pour le libre-échange. Les Brexiteurs, ça ne fait aucun doute. Ils refusent la préférence européenne. Ils veulent pouvoir faire du libre-échange avec qui que ce soit dans le monde, comme ça les arrange, et pas seulement donner des préférences à l'Union européenne, en particulier au niveau des produits agroalimentaires, par exemple. Mais donc, ce sont des libre-échangistes, et en même temps, ils sont souverainistes. Donc, c'est un peu bizarre, parce qu'ils sont contre ils sont pour le free trade, donc le commerce libre, mais pas la globalisation au sens de l'affaiblissement de l'État-nation. Donc, c'est global versus free trade. C'est global ou free. C'est un peu compliqué sémantiquement, mais donc, David Frost a bien, j'ai parlé avec lui de ça, il a bien insisté sur le fait de promouvoir, maintenir, consolider l'État-nation et ensuite faire du libre commerce au sens de David Ricardo, la tradition anglaise. Donc, ce n'est pas les thèses de Davos, ça. Bah, écoutez, merci beaucoup, hein, c'était très clair. Il nous reste un petit peu de temps pour une ou deux questions. Donc, peut-être... Bonjour, vous avez démontré brillamment que le Brexit anglais, en fait, finalement, n'était qu'un demi-Brexit en raison de forces souterraines, plus ou moins souterraines, qui ont bloqué le Brexit. Donc, ça nous laisse, nous, à réfléchir, puisqu'on a un Brexit. Donc, j'aimerais envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire en complément sur le Brexit en France pour éviter de se faire stopper ou bloquer le processus? Et puis une question subsidiaire quand même à John, pour qu'on ait un petit peu d'espoir. Est-ce qu'on peut nous donner 1, 2, 3 effets positifs, concrets, que l'Angleterre a pu jouir du Brexit? Donc, on va commencer par la première question qui est comment est-ce qu'on pourrait nous réussir le Frexit sans être bloqué par les élites? Qui veut essayer de répondre en moins d'une minute? C'est ce que je disais tout à l'heure en citant Philippe Murer. Dans l'idéal, il faudrait d'abord prendre le pouvoir et ensuite faire le Frexit. Et ça, c'est évidemment un grand défi. Mais personnellement... Oui, mais les contre-pouvoirs qui lui ont mis les bâtons dans les roues ne sont absolument pas souterrains. Ils sont au contraire, c'est l'État. C'est l'État. Je n'aime pas d'ailleurs l'expression État profond. Je l'ai utilisée, mais c'est tout simplement l'État. La Banque d'Angleterre, le Parlement, les médias, le public, etc. Tout ça, c'est l'État. Pour les effets positifs, il y en a. Je pourrait par exemple citer l'emprunt de 90 milliards que l'Union européenne fait pour l'Ukraine. Alors là, malheureusement, on touche à un sujet vaste
et qui est malheureusement très loin d'être un effet positif du Brexit, puisque l'une des conséquences très perverses du Brexit, mais je pense que tout le monde ici le sait, c'est que le Royaume-Uni, depuis 2016 et à partir de 2017 en tout cas, s'est impliqué de façon absolument excessive dans la guerre contre la Russie en Ukraine. Elle est plus russophobe encore que tous les autres pays. C'est lui qui, non, je ne veux pas dire qu'il mène la danse, mais enfin, c'est quand même le Royaume-Uni qui se met en avant, qui est d'une agressivité absolument incroyable. Et alors, il y a peut-être des raisons historiques, culturelles et autres pour cela, mais l'une des raisons, c'est que aux yeux de l'establishment britannique, il s'agit de compenser encore une fois cette faute du Brexit et de mettre la puissance militaire et de renseignement britannique dans la balance pour rapprocher le Royaume-Uni à l'Europe. Et j'en veux pour preuve un tweet hier du chancelier allemand, il est à Munich, la conférence de la sécurité à Munich. Il a posté une photo de lui, d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer avec le titre « Pour une Europe plus forte ». Une Europe avec le Royaume-Uni. Et pour terminer, on va essayer quand même de finir sur une note positive. Et donc, un résultat positif du Brexit pour qu'on ait de l'espoir. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai, juste pour compléter ce qu'a dit John, Keir Starmer veut retourner dans l'Union européenne, mais il ne peut pas encore avoir le courage de le dire officiellement. Donc c'est toute une espèce de gymnastique intellectuelle. D'ailleurs, un peu comme à l'époque de 2019 où il était ni pour ni contre le Brexit. Quand on regarde bien à l'époque de Corbyn, c'était toute une gymnastique invraisemblable. Enfin, passons. Les effets positifs, on a tendance à penser économique quand on dit quels sont les effets positifs. Je voudrais d'abord revenir sur le point politique. D'abord, l'effet positif majeur, extrêmement majeur chez les souverainistes, c'est quand même qu'on a donné la parole au peuple et on l'a respecté. Vox populi, vox Dei, c'est pas une mince affaire, même s'il n'a été fait qu'à demi. En termes concrets jusqu'à présent. D'ailleurs, souvent, quand je débat du Brexit avec des gens qui sont plutôt situés à gauche, ils sont anti-Brexit parce que ça venait de la droite conservatrice, voire de la droite plus dure, ex-identitaire, etc. Mais je leur dis, en fait, vous avez à courte vue parce que l'objectif du Brexit, c'est la souveraineté. Une fois que vous rapatriez tous les pouvoirs à votre Parlement national, vous avez des élections nationales, un coup ça sera la gauche, un coup ça sera la droite, vous aurez des alternatives et ça sera plus le même grossiste, comme dit l'autre. Donc à partir de là, c'est un acquis extraordinaire. Oui. C'est un acquis extraordinaire, il faut surtout pas le sous-estimer. Mais John, tu m'as fait penser à autre chose à propos du budget, c'est qu'effectivement les Britanniques ont de la chance de ne plus contribuer au nouveau cadre multi-annuel financier européen et le pays était le deuxième contributeur. La grenouille qui veut devenir le bœuf. Hein. Le Royaume-Uni était le deuxième contributeur oui, c'est ça. Après l'Allemagne. Et puis le cadre 21. À raison de 20 milliards par an. Je crois qu'on a trouvé notre point positif. Oui. 20 milliards d'économies par an, ça vaut le coup quand même. Donc on va finir sur cette bonne note. Merci beaucoup. Tout était très clair.